Pierre Varro. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes directeur des contenus de l'Institut Multimédia, après avoir dirigé les dictionnaires Le Robert, et vous publiez chez First Edition un livre intitulé « Parler comme Obama, adopter la rhétorique des leaders ». Un livre que j'ai dévoré, non pas en raison d'ambition pour la présidentielle de 2027, mais parce qu'il met en lumière les trucs qui font les grands discours, les stratégies rhétoriques qui contribuent à faire entrer dans l'histoire certaines prises de parole. Barack Obama est selon vous le plus grand en la matière ? Oui, j'ai vraiment épluché des milliers de discours. Vraiment, j'ai passé des épaisseurs entières de discours depuis le 19e siècle. Je suis pas remonté jusqu'à Démosthène, clairement, mais là, on avait vraiment quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde. Il y avait pourtant quelques concurrents sérieux. Notamment Kennedy, par exemple. Alors, Kennedy, mais d'ailleurs, vous avez remarqué que j'ai cité Kennedy dès la première page, parce que Kennedy, quand il dit ne vous demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour le pays, ça, c'est un contraste. Un des quatre grands leviers. On va y revenir. Alors, un bon discours, une prise de parole réussie doit s'articuler autour de 3-4 techniques fondamentales. Démarrons avec la métaphore. C'est le rideau de fer communiste de Winston Churchill, c'est la cigale et la fourmi de La Fontaine, les yeux revolver de la chanson de Marc Lavoine. Le premier intérêt de la métaphore, écrivez-vous, c'est de faire gagner du temps. Oui, parce que tout de suite, en fait, au lieu de faire des grands zigzags, on va aller faire, on va prendre la ligne de plus forte pente, exactement comme l'eau dans la montagne. On va descendre. Je fais une métaphore évidemment pour expliquer la métaphore. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire gagner du temps parce que tout le monde comprend tout de suite ce qui se passe. Notre cerveau est fait pour interpréter, pour saisir les choses à toute vitesse. Et là, la métaphore, ça se saisit à toute vitesse. C'est une image avec des mots. On dessine avec les mots. C'est ça qu'on fait quand on prend une métaphore. Et on peut s'en servir devant des étudiants, lors d'une réunion en entreprise, dans différentes situations, pas seulement si on est devant un public, dans le cadre d'une élection par exemple. Oui, vous avez raison. En réalité, ce livre, il pourrait très bien être lu par des bacheliers qui sont en train de préparer l'oral du bac, par exemple. Utiliser des métaphores, c'est quelque chose qu'on fait tous. De Gaulle l'utilisait, Obama l'utilise, y compris en début de discours notamment. C'est-à-dire que c'est une sorte d'échauffement, parce que la métaphore, c'est la chose la plus simple du monde. Alors, dans le cas d'Obama, vous relevez qu'il s'inspire aussi dans ses images, dans ses choix d'images de la tradition pastorale noire. C'est intéressant. Ah, clairement. Enfin, il le fait, toute sa structure, même la musique de ses discours. Enfin, I have a dream, on l'a tous en tête, celle de Martin Luther King, mais quand il dit yes we can, en fait il le dit, il peut le dire 10 fois dans un discours. Et qu'est-ce que c'est ? Alors, qu'est-ce que c'est que la musique des mots ? C'est quelque chose qui permet d'anticiper, parce qu'en fait la musique, la différence, la musique entre la musique et le bruit, c'est que le bruit, vous pouvez pas anticiper le bruit suivant. Que la musique, vous allez soit les rimes, soit les notes, soit les scansions, vous allez avoir un rythme. Et I have a dream ou bien yes we can, quand ça revient, on a cette musique des gospels, de tout ce qui se passe dans les communautés noires. Alors, côté français, quel acteur politique, Pierre Varro, vous semble en faire le meilleur usage de ces techniques, notamment de la métaphore ? Vous citez dans le passé Simone Veil ou Robert Badinter, mais plus... Alors, plus récemment, pour tout vous dire, j'aurais du mal parce que je trouve que, clairement, Macron, il se plante à chaque fois qu'il fait un contraste. C'était ma question suivante. Comment vous le trouvez de manière... C'était ma question suivante, justement, dans ses allocutions, ses discours. J'écoutais hier, c'était catastrophique. C'est-à-dire que, en fait, il va faire des contrastes, mais c'est des contrastes, et vous vous souvenez, dans le livre, je donne des conseils pour éviter d'aller trop loin. C'est le coup des Amish, quand ils l'accusent, les écolos, de sur la 5G. Oui. Et c'est pareil pour les méga-bassines, mais c'est l'alternative entre ça et les Amish. Mais c'est beaucoup trop... La violence de l'excès vient détruire la force de l'argument et d'un contraste. Vous vous souvenez, le PSG, quand l'entraîneur du PSG, il vient nous dire... Char-à-voile. Vous pouvez pas prendre le train, au lieu de prendre l'avion, pourquoi vous prenez pas le train ? Il répond, on réfléchit à prendre le char-à-voile. Mais il se détruit lui-même. La violence est quelque chose qui détruit les arguments, y compris les contrastes, y compris les meilleurs arguments, y compris les meilleurs leviers rhétoriques. À part Emmanuel Macron, vous voyez d'autres personnes dans le personnel politique, d'autres élus qui en feraient un meilleur usage de ces stratégies rhétoriques? Alors, je dirais, Marine Le Pen, elle a la chance de se taire, et du coup, elle avance chaque fois qu'elle se tait. Donc, bravo pour elle. Après tout, on pourrait lui envoyer le bouquin, peut-être qu'elle pourrait. Mais non, enfin, moi, quand j'étais gamin, j'avais Rocard qui m'impressionnait beaucoup. Parce que lui, il vous balançait tout, effectivement, les 4 leviers, il les utilisait à fond là. Et alors lui, en plus, à
à 180 à l'heure. Hein, c'était assez incroyable. Mais aujourd'hui, je dirais que alors il faut distinguer, parce que les discours de Macron quand ils sont écrits, il y a des formules, on les voit arriver, etc. Mais quand Macron parle, j'allais dire en direct à quelqu'un, je peux traverser la rue pour aller te chercher du boulot. Il fait une métonymie en fait. Il dit en fait c'est rien le chômage, c'est rien du tout. Tu traverses la rue et tu vas trouver du boulot. Eh ben non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Donc il faut faire attention quand même. Encore une fois, il faut. Ça n'empêche pas de penser. Hein, la rhétorique, c'est juste la couche. C'est une des 3 étapes pour bien prendre la parole. Mais il y a une première qui consiste à réfléchir d'abord. Alors la métonymie, c'est donc le deuxième levier que vous identifiez, Pierre Varro. C'est partir du détail pour exprimer le tout. C'est la Madeleine de Proust. Mais c'est aussi parler de vous, dire je pour faire comprendre à travers le cas personnel la problématique d'un groupe. Et là aussi, Barack Obama l'a beaucoup utilisé, notamment pour décrire la condition des Noirs américains. Ça, c'était fantastique. C'est la plus belle métonymie. Je pense que la métonymie la plus connue au monde, c'est celle de Proust avec la Madeleine, clairement. C'est-à-dire que j'absorbe un bout de biscuit et je vais... C'était une biscotte, mais en fait, c'était pas une biscotte. Son copain lui a dit non, biscotte, ça rime avec cocotte, tu vas pas me faire ça. Donc, il l'a appelée Madeleine. Et depuis, les psychanalystes nous font des trucs colossaux sur la Madeleine, la forme, vous savez, incurvée, avec des rayures. Enfin, ils nous en font dans tous les sens. Mais la Madeleine, c'est la métonymie la plus connue du monde parce que ça fait surgir d'un coup, pouf, pouf, pouf. Obama, lui, au lieu de nous dire que la condition des Noirs a évolué en 50 ans, de telle manière que ceux qui étaient victimes de la ségrégation pouvaient maintenant avoir des postes élevés, il dit « mon père », il dit un homme en fait, il dit même un homme, dont le père ne pouvait pas entrer dans certains restaurants ici à Washington, peut aujourd'hui, ici et maintenant, c'est ça la métonymie, c'est le plonger dans le direct, peut maintenant prêter le serment suprême. Moi j'en ai les poils qui se dressent à chaque fois que je cite cette phrase, elle est tellement forte rhétoriquement, et pas que rhétoriquement évidemment, parce que tout le monde entend cette remontée dans l'entonnoir de cette condition des Noirs sur laquelle on a, parce qu'en plus Obama est pas considéré comme un Afro-Américain aux États-Unis. Nous, on le voit noir, lui non. Et vous savez très bien qu'en fait, notre propre couleur de peau, on ne la voit pas tant que les autres ne nous renvoient pas à notre condition. Nous, on se voit comme on soit. Est-ce qu'il y a un risque de manipulation aussi à travers ces stratégies rhétoriques ? Vous citez notamment Trump qui s'inspire de Kennedy. On peut penser à d'autres leaders populistes. Il y a un risque réel ? Alors, il y a un risque pour ceux qui ont envie d'être séduits. C'est-à-dire que je retournerai la chose, c'est-à-dire qu'on n'est jamais si bien piégé que par soi-même. C'est-à-dire que, oui, la rhétorique, comme tous les outils, comme les fake news, comme ChatGPT, si vous l'utilisez pour faire n'importe quoi avec, vous pouvez convaincre ceux qui ont envie de croire que la Terre est plate, mais encore une fois, je retournerai vers celui qui entend et a envie de se faire séduire. Pierre Varro, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous présenter ce livre passionnant, Parler comme Obama, qu'on peut conseiller à la fois aux étudiants, aux chefs d'entreprise et peut-être à certains qui s'imaginent une carrière politique. C'est publié aux éditions First Edition. On peut retrouver cet entretien en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. Bon après-midi à vous et à très bientôt. Merci.